Bonjour à tous, pour ce numéro de Science on tourne, on va s'intéresser à un ensemble de technologies qui sont habituellement appelées troisième révolution industrielle. On va parler de la fabrication additive qui est plus connue sous le nom d'impression 3D. Donc pour cela, on va s'intéresser au sein d'une plateforme qui s'appelle Platinum 3D à différentes technologies et je vais vous proposer de rencontrer les experts et ingénieurs qui vont vous développer toutes ces techniques pour que vous compreniez mieux le principe. C'est parti! Dans les Ardennes, effectivement, c'est un bassin industriel et notamment dans le domaine de la métallurgie qui est très important. La métallurgie est prépondérante dans les Ardennes avec une position de leader dans le domaine de la fabrication de pièces de fonderie et de forge. Réellement, c'est un bassin, c'est un poumon économique pour le département. Cette industrie, on le sait, aujourd'hui, généralement, on prend le ratio de 3 emplois induits pour un emploi créé dans la métallurgie, dans l'industrie. Donc c'est réellement, j'allais dire, un secteur d'activité qui fait vivre, bien entendu, l'industrie en tant que telle, mais l'industrie des services. Aujourd'hui, le département est excédentaire en termes de balance commerciale. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a beaucoup d'entreprises qui exportent, alors qui exportent beaucoup en Allemagne, bien entendu, mais qui exportent à travers le monde depuis effectivement ce bassin ardennais des pièces de forge et des pièces de fonderie. La fabrication additive leur permet de fabriquer des pièces autrement, et c'est ce qui les intéresse aujourd'hui. Elles savent travailler, elles savent créer des pièces de forge et de fonderie. La fabrication additive, c'est une alternative en fait à ces technologies-là qui leur permettent de répondre à d'autres marchés. Par contre, elles font appel à des compétences qu'elles ont, c'est-à-dire les compétences de la métallurgie et du travail des métaux à chaud. L'impression 3D évoque pour certains de petites imprimantes personnelles à fil fondu. Dans l'industrie, imprimer en 3D porte le nom de fabrication additive et c'est logique. On construit par ajout de couches de matière. Il s'agit là d'une opposition totale par rapport aux méthodes d'usinage classiques comme le tournage ou le fraisage, dans lesquelles on part d'un bloc où on ôte de la matière pour aboutir à l'objet fini. Le principe de toutes les techniques de fabrication additive est le même. Découper l'objet en tranches parallèles plus ou moins épaisses que la machine va réaliser couche par couche. Plus les couches seront fines, meilleur sera le rendu final, mais plus le temps d'impression sera long. La découpe en tranches des pièces est réalisée dans la plupart des cas à partir d'un fichier STL, la stéréolithographie. Ce type de fichier est un format standard et très couramment utilisé. Même si la technique semble très récente, le brevet pour la méthode de stéréolithographie a été déposé en 1986 par 3D Systems Corporation qui a lancé sa machine SLA en 1987. La méthode de frittage sélectif par laser est née en 1988 et la technologie à dépôt de fil fondu en 1992. Le développement des outils de CAO dans les années 90 a permis à cette technologie de se développer vers le grand public grâce à l'imprimante RepRap en 2004 et l'arrivée dans le domaine public en 2009 du dépôt de fil fondu. La fabrication additive en utilisant de nombreuses matières peut se rencontrer aussi bien dans les loisirs que pour l'industrie de haute performance, malgré certaines limites comme un état de surface moins bon, une productivité encore faible pour la plupart des techniques et un coût unitaire élevé dans le cas de grandes séries. Elle permet en outre de réaliser des pièces complexes en petites séries ou avec une géométrie impossible à réaliser par des procédés classiques. Elle offre une réduction des coûts de conception, une personnalisation de la production, mais aussi 2 points essentiels. L'optimisation topologique, qui consiste à trouver la répartition de matière idéale dans un volume donné soumis à des contraintes. Le conformal cooling, c'est la technologie de fusion laser qui permet de réaliser des canaux complexes de refroidissement au plus près des pièces qui en ont besoin, permettant ainsi une régulation thermique plus performante. On parle beaucoup d'industrie du futur, c'est vraiment le vocable à la mode, mais aujourd'hui on y est réellement. L'objectif c'est d'arriver à utiliser toutes les possibilités offertes par le numérique pour redonner de la compétitivité aux entreprises ardennaises. Et donc ce qu'on a souhaité faire ici, c'est d'amener des technologies innovantes en lien avec ce savoir-faire traditionnel de la métallurgie et du travail des métaux pour les amener effectivement à regagner la compétitivité et s'adresser à de nouveaux marchés. Je pense sur cette technologie-là, au bout de 2 ans et demi d'activité sur Platinum 3D, on a montré qu'on était à l'heure et qu'on était effectivement un petit peu en avance par rapport au marché peut-être, mais qu'on trouve aujourd'hui des applications industrielles sur l'impression 3D ou la fabrication additive et qu'aujourd'hui dans le domaine de l'outillage notamment, on accompagne une multitude d'entreprises qui gagnent de la compétitivité en utilisant ces technologies.
cette machine, Arbour, c'est une freeformer qui est commercialisée depuis maintenant 4 ans par ce fournisseur qui est en fait un fournisseur de machines d'injection plastique et qui s'est orienté vers la fabrication additive comme beaucoup de sous-traitants aujourd'hui. Alors c'est une machine qui fonctionne avec des granulés plastiques, contrairement aux machines qui fonctionnent avec du fil. On a travaillé énormément dessus pour des polymères, donc, qui étaient déjà développés par le fournisseur, Arbour, et également on a développé de nouveaux polymères. Alors effectivement, nous ne sommes pas vraiment optimales sur cette technologie parce qu'il y a beaucoup de polymères et cette machine normalement doit utiliser des granulés thermoplastiques et on se rend compte qu'une machine qui peut injecter tout type de polymère, mais c'est pas possible en fait, parce qu'elles ont des retraits différents, elles ont des températures différentes, aussi bien au niveau de la transformation de la vis. Et puis également, au niveau de l'enceinte, il faut qu'elle soit bien chaude pour éviter le décollement de pièces. Et donc, on ne peut pas tout faire. Par exemple, on ne peut pas mettre des fibres longues dans les matières que l'on imprime là aujourd'hui. On a réussi à imprimer des poudres chargées avec de la céramique pour faire des pièces céramiques. Mais là encore, il faut adapter la formulation pour la machine et pour le design de pièces que l'on veut faire derrière. Alors, il faut déjà une pièce sous format STL. Donc qui sera dessinée au préalable. On va la mettre dans un logiciel qui est dédié à la freeformer de chez Arbour, qui va donc trancher cette pièce. Et ensuite, ce fichier qui est obtenu par ce logiciel de tranchage est mis et implémenté dans la freeformer à l'aide d'une clé USB, c'est tout simple. Et ensuite, on va mettre cette pièce sur notre zone de travail et puis on va lancer l'impression. Alors, cette machine s'appelle la L6000 de la société qui les produit, Prodways, qui est une société française. Donc cette machine consiste à réaliser des pièces par méthode de fabrication additive couche par couche. Donc on va travailler avec des couches de 75 microns, voilà, qui sont réalisées dans une résine qui est photosensible. Cette résine va être soumise à un rayonnement ultraviolet qui va faire changer son état. La résine va passer de l'état liquide à un état solide et ainsi constituer des pièces. Alors la conception, comme pour beaucoup de machines d'imprimantes 3D, de fabrication additive, on travaille avec des logiciels de CAO, donc différents logiciels, peu importe, puisqu'on va réaliser un enregistrement standard un fichier de type STL, donc qui sera accessible à beaucoup d'imprimantes 3D, donc de machines comme celle-ci. Et là voilà, après sur celle-ci, il y a quand même une étude à réaliser pour chaque pièce. Chaque pièce est différente et apporte ses propres caractéristiques. Et une étude est obligatoire afin d'obtenir un produit satisfaisant. Ici, cette machine a besoin, sur les parties qui ne sont pas soutenues, d'avoir des supports qui vont maintenir les plans de voûte, par exemple, etc. Il y a tout un tas de choses comme ça. Donc il faut étudier la pièce sur un logiciel. On revient sur la CAO. Une fois que la CAO est préparée, que cette machine est prête à être utilisée, on envoie le programme sur la machine et après avoir effectué les réglages machine, la machine est lancée et c'est elle qui va procéder à la fabrication de couche par couche de la pièce. La technologie consiste en fait à fusionner un lit de poudre par un laser en fait d'assez forte puissance, ici entre 0 et 400 watts suivant les matériaux utilisés. Et toujours sur le même principe de la fabrication additive, par succession de couches. Donc on vient fusionner les endroits qu'il faut fusionner sur des plans 2D en fait. Et puis cette succession nous crée des pièces. On fusionne des matériaux métalliques, donc la chaleur est beaucoup plus intense. Et en fait, qui dit gros écart de chaleur, dit contrainte interne dans les matériaux. Donc dans les pièces qui sont réalisées. Donc il y a des études qui sont faites avant les lancements. Cela dit, une fois que cette étude est réalisée, la machine, elle, est autonome et travaille d'elle-même. Donc ça, c'est l'avantage. Voilà. Au niveau fatigue, sur la fatigue des pièces réalisées, c'est-à-dire qu'il y a des tests qui ont été réalisés. Et en fait, on obtient des très bons résultats sur la fabrication de pièces. Et en fait, on est situé entre la fonderie et la forge. On est au-dessus de la fonderie, en dessous de la forge forcément, mais on arrive à obtenir de très bonnes caractéristiques au niveau de la matière. Oui. Alors la machine Voxeljet VX1000, c'est une machine qui permet d'imprimer des pièces en sable
donc destiné à la fonderie. On imprime des moules et des noyaux pour la fonderie. Son mode de fonctionnement, c'est de déposer une couche de sable. Par-dessus, on dépose un liant qui va coller les grains de sable entre eux. Et on fait cuire ce liant pour qu'il durcisse. Et on descend d'un incrément, on remet du sable, on remet du liant et on va imprimer des couches les unes sur les autres de sable pour créer des pièces. Au début, il a fallu se familiariser avec la machine, comprendre son fonctionnement. Forcément, quand c'est nouveau, il y a toujours des petites pannes ou des petits problèmes à régler, mais ça fait partie de la mise en route d'une machine de nouvelle technologie. Et aujourd'hui, elle est plutôt bien fonctionnelle. On commence à produire assez régulièrement dessus, avec des résultats très intéressants. Alors la conception des moules à imprimer, ça reste de la conception, on va dire, classique, comme sur le procédé de fonderie traditionnel. C'est juste qu'on peut imprimer des formes plus complexes, mais sinon la méthodologie de conception restera la même. La petite différence, c'est que la machine elle a besoin d'un fichier numérique pour imprimer, donc on ne passe plus par des plans papier, on donne directement un fichier CAO, sous format STL généralement, à manger à la machine, et la machine ensuite le traduit et l'imprime. L'avantage de passer par des noyaux et des moules imprimés, ça va être que l'on peut faire de la pièce unitaire. Pour faire de la pièce unitaire en fonderie traditionnelle, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut fabriquer des outillages qui vont permettre ensuite de faire le moule en sable, ce qui peut coûter cher, en plus juste pour un moule en sable. Ici, on peut imprimer directement le moule sans passer par l'outillage, donc on gagne du temps et on peut faire de l'unitaire beaucoup moins cher. On peut faire du personnalisé, on peut imaginer que chaque pièce a une indication différente ou est unique, personnaliser les pièces. Et on peut aussi faire des pièces complexes. En fonderie traditionnelle, on parle d'angles de dépouille notamment pour pouvoir extraire les outillages du sable. Sur un moule imprimé, on n'a plus besoin de se soucier des angles de dépouille. On peut imprimer en contre-dépouille des formes creuses, des formes très architecturées sans souci de fabrication. Le but de cette machine est d'apporter la poudre à une température proche du point de fusion de celle-ci. Et en fait, la différence de température est apportée par un laser de faible puissance, mais dont la puissance suffira à provoquer la fusion du plastique. Et ainsi, couche par couche, comme beaucoup de systèmes de fabrication additive, on va réaliser nos pièces. De par le principe, de par cette technologie sur la P1000, comme elle s'appelle, nous avons l'absence de support. En comparaison, par exemple, avec des technologies comme la FDM, où il faut supporter les zones qui pourraient s'effondrer lors de la réalisation de la pièce. Ici, nous avons un volume, nous intégrons nos pièces dans le volume de réalisation et une fois le processus terminé, nous récupérons les pièces telles quelles avec une grande précision. Sans support, ça veut dire plus simple dans la conception, ça veut aussi dire absence de micro-traces, de petites traces qui, lorsque le support est fixé sur la pièce, ceux-ci doivent être détachés, on laisse des marques. Ici, il n'y a pas de marque. La pièce est telle quelle, telle que dessinée. Voilà. Je dirais que cette machine aurait plutôt tendance à se développer de par la complexité des géométries qui peuvent être réalisées sur cette machine. De nos jours, on travaille avec des logiciels de CAO qui sont accessibles à tous, puisque maintenant il y en a même qui sont disponibles gratuitement sur le net. On dispose même de catalogues de librairies de pièces en fichier STL qui sont accessibles sur le net. Eh bien, si on a la machine, on choisit les pièces que l'on veut et on les imprime. Voilà. C'est aussi simple que ça. Cette machine-là, c'est une machine Trumpf, la marque Trumpf, dont le principe est de venir déposer du métal sur une pièce ou sur un objet quelconque. On est capable de déposer sur des dimensions de 2 mètres à 1,50 m sur de la pièce qui peut faire jusqu'à 70 cm d'épaisseur. C'est une technologie qui est très mature, qui est même très industrialisable, elle est très robuste. Trumpf a une grande expérience dans la machine de découpe et soudage laser. Ici, c'est une petite amélioration de leur machine qui permet de faire du dépôt de métal. Et on pourrait faire du dépôt en série avec une machine comme celle-ci, elle est dimensionnée pour. Avec cette machine-là, on est capable de faire de la grande série même, parce que nous, on n'est pas équipé ici, mais on peut avoir des options sur la machine qui font du chargement et déchargement de pièces en automatique, et donc faire de la production de pièces en 3/8, 24 sur 24. Elle est équipée pour, en tout cas. Alors dans le cas de cette machine-là, si on prend un exemple ici dans le bassin ardennais, qui est une industrie assez forte en forge et en fonderie,
pour les forgerons, notamment, qui ont des usures sur des outillages assez rapides. Grâce à cette machine, on peut réparer l'outillage ou lui donner une seconde vie en redéposant du métal à l'endroit où l'outil est abîmé. Et pour les forgerons qui font de la grande série, pour l'automobile par exemple, ils ont beaucoup d'outillages qui s'usent et donc ils ont un grand intérêt à vouloir réparer l'outillage plutôt que d'en fabriquer des neufs à chaque fois qu'ils en ont un d'usé. L'UMM Pau Formation, avec son partenaire Platinum 3D, a développé une offre de formation en 3 modules qui s'adresse à tout public, tout niveau, novice ou non, différents secteurs d'activité, dont l'objectif est de comprendre le concept de la fabrication additive, d'apprendre et de comprendre les différentes technologies qu'offre la fabrication additive, d'appréhender les avantages et inconvénients de cette nouvelle méthode de fabrication et bien entendu d'identifier les enjeux technico-économiques de cette méthode d'impression 3D. En effet, la fabrication additive aujourd'hui est plutôt bien perçue dans le sens où, encore une fois, c'est quelque chose qui est nouveau. On est capable de réaliser vraiment différentes pièces sans limite. Donc en effet, que ce soit pour les jeunes ou moins jeunes, on ressent de l'engouement pour ce type de fabrication et de technologie. C'est la licence professionnelle conception et processus de mise en forme des matériaux. Donc on voit tout ce qui est conception jusqu'à la fabrication d'une pièce et notamment avec l'option fabrication additive qui a ouvert cette année et où on découvre toutes les nouvelles technologies dans la fabrication additive. Moi, ce qui me plaît, c'est de partir de rien et d'arriver à créer quelque chose selon ce qu'on a besoin. Donc la conception, c'est intéressant, mais on peut voir aussi jusqu'où on peut aller dans la fabrication. Et on peut aussi dépasser des limites qu'on ne s'attend pas forcément au départ. Dans notre cas, on va ajouter de la matière métallique sur un objet déjà existant. Donc déjà, le fait de mettre en œuvre du métal, ça nous limite en choix de machine. Nous, ici sur Platinum, on n'aurait que la SLM ou la Trumpf. Et dans notre cas d'un outillage où il faut ajouter de la matière sur un outil existant, c'est beaucoup plus logique de mettre en œuvre ça avec la Trumpf parce qu'elle est vraiment conçue pour faire ce type de réalisation. Alors là, nous sommes en présence d'un outillage de découpe destiné à la forge. C'est un outillage qui avec l'utilisation, s'abîme et s'use. Et dans notre cas, l'industriel voudrait essayer de réparer son outillage. Donc en ajoutant de la matière dessus, d'où la fabrication additive, on va ajouter de la matière dessus. Alors on a déjà la CAO. Alors la CAO, c'est la version virtuelle de l'outillage, pour simplifier. Donc j'ai déjà la CAO que l'on voit à l'écran, qui m'a été fournie par l'entreprise de forge. Et moi, je vais juste rajouter, on va dire, des courbes sur lesquelles je vais m'appuyer pour donner les instructions à la machine. Donc je vais modifier ou ajouter des choses, en tout cas sur la CAO, sur le modèle virtuel. Alors déjà, pour être sûr de recharger exactement comme on le prévoit, il faut que le modèle CAO qui est à l'écran soit exactement la pièce que l'on a physiquement. Il faut que les deux correspondent exactement. Et ensuite, l'expérience fait que l'on sait quelles sont les courbes qu'il faut utiliser pour recharger correctement. Avant de pouvoir faire un outillage assez complexe comme celui-ci, on a d'abord fait plusieurs essais sur des formes plus simples. Et petit à petit, avec l'expérience, on sait comment aborder la pièce. Donc là, par exemple, voilà, je viens de créer une première courbe qui sera utilisée comme parcours pour programmer la machine. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai les courbes que j'ai créées, en utilisant comme appui ma pièce, parce qu'il faut que je sache où je vais devoir créer mes courbes, je les ai exportées, donc enregistrées sous un format spécifique. Et ensuite, j'ai un autre logiciel, qui est le logiciel qui me permet de piloter la machine.
Donc une fois que mes courbes sont importées dans le logiciel de pilotage de la machine, avec ma pièce, je peux sélectionner ma courbe et lui dire de calculer les codes pour piloter ma machine en suivant cette courbe. Une petite interface qui s'ouvre sur laquelle on peut rentrer des paramètres qui sont liés à la machine, des paramètres d'approche, de vitesse, plein de choses dans ce genre. Quand mes paramètres sont réglés, je lui dis OK. Il me calcule le parcours, il me met une petite information pour me dire zéro collision. La machine ne rentre pas en contact avec quelque chose qui est sur la table. Je fais OK. Il m'a écrit un programme. Comme on voit ici, c'est une suite de coordonnées X, Y, Z que la machine doit suivre pour réaliser la courbe en bleu. Une fois qu'elle est calculée, la courbe apparaît en bleu dans le logiciel. Et je peux même simuler ce que je viens de créer en lui disant « simule-moi le programme qui est écrit » et il va montrer ce que la machine va faire